Coucou YouTube, on se retrouve après un faux départ pour une nouvelle vidéo, donc les fameuses sorties du mois. D'habitude c'est sortie poche et sortie grand format dans 2 vidéos séparées, mais là comme c'est les sorties, comme ce sont les sorties du mois de décembre, il n'y a qu'une seule vidéo parce que déjà il n'y a pas grand chose en décembre, malheureusement. Donc décembre, bah, ça va être le mois où finalement on va avoir pas mal de petites maisons d'édition, voire d'auto-édité. J'ai même mis du e-book, vous allez voir. Donc voilà, et comme d'habitude, bon, ce sont mes choix et éventuellement ce que je pense qui pourrait vous plaire. Après, voilà, c'est très subjectif, hein, comme d'habitude. Allez, du coup, je suis en retard, donc on va attaquer. On va attaquer rapidement, hop, 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 avec les statistiques qui vont apparaître sous vos yeux ébahis. Voilà. Et il y a beaucoup de contemporains, ce qui est assez étonnant. En fait, c'est marrant parce que du coup, j'ai comparé avec décembre de l'an dernier. Alors déjà, il y avait moins de sorties l'an dernier, j'en avais mis qu'une vingtaine. Et surtout, il n'y avait quasiment pas de contemporains. Alors que là, c'est beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas... Autant sur les autres mois, effectivement, il y a des genres de prédilection selon certains mois, voilà, par rapport, par exemple, rentrée littéraire, c'est du contemporain, on sait que avril, ça va être plus polar, on sait que octobre, ça va être plus romance de Noël, enfin ce genre de choses. Décembre, il n'y a pas de règles, donc c'est très aléatoire, hein. Et on va... Ouais, humour, en fait, c'est pas un roman. En fait, il y a plusieurs trucs humoristiques, mais comme c'était un truc inclassable, je l'ai mis là, hein. Ben, vous verrez. Vous verrez. Bah si, des contemporains. C'est quoi, à ton avis, Stéphane? C'est trop littérature blanche. Je peux plus de lui. Bref, on attaque, du coup. Et on commence avec une sortie du 3 décembre. La seule sortie du 3 décembre d'ailleurs, C'est Folie de Dominique Hélène Blondel aux éditions du Panthéon. C'est un petit, voilà, tout petit roman de 128 pages, avec le prix qui va avec du coup. Bah pourtant c'est le terme officiel, hein, Stéphane, hein, contemporain. Contemporain, c'est la littérature blanche, hein, tout simplement. Contemporain, c'est tout ce qui n'est pas littérature de genre, en fait. Voilà, tout simplement. Donc les romances et tout ça, même si c'est contemporain dans le sens littéral du terme, ce n'est pas compté comme de la littérature contemporaine, quoi, par exemple. Voilà. Mais il y a plusieurs définitions, mais en littérature, le contemporain, c'est tout ce qui n'est pas littérature de genre, en fait. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc dans cette histoire, on va suivre Dominique. C'est une femme. Contemporain, ouais. C'est de l'art contemporain. D'ailleurs, oui, bah d'ailleurs, typiquement dans l'art, le terme contemporain a encore une autre signification aussi. Donc voilà, ça dépend des thématiques, quoi. Ça dépend des domaines. Voilà. Bah non, en fait. Bah, on parle d'auteurs contemporains pour parler des auteurs qui sont pas morts, hein, clairement, et qui sont encore actifs aujourd'hui. Mais par contre, quand on parle de contemporain en tant que genre littéraire, c'est pour dire, voilà, effectivement, tout ce qui n'est pas littérature de genre et qui, a fortiori, de la plume blanche, que tu appelles la plume blanche. Donc voilà. Mais ouais, après, c'est des conventions, hein. C'est pas moi qui ai inventé ça, hein. C'est pas moi qui ai décidé ça, hein. Moi, c'est clair que je serais plus d'accord avec toi de dire, bah, contemporain, c'est ce qui est contemporain, quoi, voilà. Mais non, c'est comme ça. Bon, bref, donc Dominique, elle a toujours eu des souvenirs de ses vies antérieures. Et en fait, voilà, elle est persuadée
de se rappeler un peu de, voilà, de ce qu'elle faisait dans ses vies intérieures et que ça lui donne, en fait, ça lui donne de l'expérience pour notamment aider ses proches. Mais un jour, en fait, elle va regarder un K-drama, oui, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, allons-y. Elle va regarder un K-drama historique. Donc un K-drama, je rappelle, c'est une série coréenne, hein, tout simplement. Qui va lui faire remonter des images encore plus fugaces, en fait, voilà. Et elle est persuadée, du coup, que, en fait, elle a déjà vécu en Corée médiévale et donc elle va prendre contact directement avec l'acteur du drama et ils vont débuter une correspondance en fait et voilà ça va amener des révélations etc. Alors après j'ai mis alors voilà c'est du contemporain, est-ce que il y a un aspect genre fantastique parce que on a vraiment ce truc de existence passée ou est-ce qu'on est juste dans quelqu'un qui croit un peu à ça, voilà, je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Bon, moi, honnêtement, je vous l'ai mis parce que ça parlait de Corée, hein, voilà. Dès que ça parle de Corée du Sud, moi, let's go, j'y vais. Mais voilà, c'est un court livre. Après, j'aime bien le fait que ce soit un peu épistolaire aussi. C'est toujours un petit peu original. Et je sais pas, ouais, je sais pas, c'est un peu intriguant comme idée, à ce truc des... Alors moi, je crois pas du tout à ça, hein, personnellement. Mais ça peut être intéressant en roman. Donc voilà, je vous l'ai mis. Ce petit roman de chez les éditions Panthéon. On passe au 4 décembre, c'est avec le 10 décembre, c'est là où il y a le plus de sorties et on commence donc avec une BD qui s'appelle Bouquet de femmes en vase clos. Alors oui, je viens de percuter qu'il n'y avait pas l'auteur, enfin les auteurs sur la couverture, mais il s'agit de Olivier et Marie Mariotti. Alors je ne sais pas s'ils sont mari et femme ou s'ils sont frères et sœurs, mais ils ont le même nom. Et en fait, c'est une. Donc, ça sortira aux éditions Black Elephant et ça va parler des EHPAD. Notamment, en fait, on va suivre des. En fait, on va suivre 3 générations d'infirmières dans un EHPAD. 3 générations, oui, c'est ça. 3 générations d'infirmières dans un EHPAD qui s'appelle les Glaïeuls. Et en fait, on va suivre la journée du 24 décembre. C'est pour ça que ça sort en décembre aussi. Donc il y a un aspect un peu Noël, entre guillemets. Hein, sauf qu'on n'est pas du tout dans une romance ou un feel-good de Noël. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez ancré dans la réalité. On va suivre, en fait, on va suivre 2 soignantes qui sont Iris et Garance, pardon. Donc Iris, elle vient d'être diplômée, elle a 22 ans. Et donc voilà, elle va découvrir un petit peu ce métier et les conditions précaires qui vont avec. Garance, elle, par contre, elle a 33 ans de service. Donc ça veut dire que voilà, elle a l'expérience, mais elle est très fataliste par rapport à l'évolution négative des conditions de travail, hein, notamment dans les EHPAD. Et, et elle trouve plus de sens à ce qu'elle fait. Mais il va y avoir Marguerite qui va arriver. C'est marrant parce qu'ils disent 3 générations d'infirmières, mais Marguerite, elle n'est pas du tout infirmière. C'est une centenaire qui vient d'arriver en tant que patiente à l'EHPAD. Et donc peut-être qu'il va un petit peu changer les choses. Et il va y avoir en fait une solidarité un petit peu entre les 3 femmes. Voilà, donc ça a l'air intéressant. Hein. C'est toujours un sujet un peu délicat, hein, les EHPAD. Que ce soit dans le traitement des patients comme dans le traitement des personnes qui travaillent aussi. Hein, voilà, c'est toujours un peu compliqué comme sujet, mais voilà, je vous l'ai mis. Si ça vous intéresse, c'est une bande dessinée en tout cas. Ensuite, donc toujours le 4 décembre, une petite sortie poche chez le livre de poche. Il s'agit de Celui qui revient de Hong Kong, qui effectivement a reçu, donc autrice coréenne, qui a reçu le prix Nobel cette année. Et donc là, en fait, on va être en 1980. Où en fait, voilà, il y a eu une espèce de
une espèce de coup d'état, si je comprends bien. Ouais, il y a une manifestation d'opposants. Non, c'est ça, il y a une manifestation d'opposants à Séoul. Et ouais, c'est ça. Et en fait, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Moi, je connais pas du tout cette période de l'histoire, honnêtement, de la Corée. Donc voilà, je vous dis ça en mode totalement. Je découvre, je découvre avec vous. Ouais. Et en fait, il y a une autre ville qui va se révolter à son tour. Voilà, je ne sais pas pourquoi les villes se sont révoltées, je ne sais pas. Donc, d'un côté, c'est bien, ça me donne envie de lire pour connaître ce pan de l'histoire. Donc, c'est la ville de Gwangju qui va se révolter à son tour avant d'être fortement réprimée. Et on va suivre Tong-ho, qui erre parmi les cadavres à la recherche de son ami disparu. Et on va suivre également Kim, bon, je pense que c'est son nom de famille, là pour le coup, Kim, mais bon, qui travaille dans une maison d'édition sur un texte censuré. Et on va être aussi sur une deuxième temporalité dans le présent où des rescapés de cette époque-là vont se souvenir. Et donc voilà, on va avoir un peu la double temporalité. Écoutez, ça a l'air très intéressant. Et oui, moi aussi, il faut que je découvre cette autrice. Je l'ai toujours pas lue. Oui, c'est vrai que la couverture... Moi, j'aime bien cette couverture. Donc, ouais. Oui, dommage. Bah, ils ont mis... Mais Mathilde, ouais, tu te doutes qu'ils ont mis le bandeau parce qu'il fallait dire eh, regardez, c'est le prix Nobel, c'est elle. Oui, oui, allez-y, achetez. J'allais dire achète ma merde, mais bon, c'est pas de la merde. Si vous avez la rêve de achète ma merde, mais évidemment là non, ça marche pas. Mais bon, c'était pour dire que voilà, c'était purement marketing, ce gros bandeau jaune. Mais en tout cas, moi là, j'ai quand même envie de découvrir. Alors moi, dans ma palle, j'ai la végétarienne depuis très longtemps. Et je pense que c'est ça que je lirai en premier. Mais c'est vrai que celui-là, il me tente pas mal. Parce que moi, voilà, tout ce qui est un peu historique concernant la Corée du Sud, ça m'intéresse toujours. C'est un pays tellement résilient, la Corée du Sud, que je pense qu'on a quand même pas mal à apprendre d'eux. Donc voilà, en tout cas, pour celui-ci. On est toujours le 4 décembre et toujours au livre de poche sortira Collage d'Anaïs Nin. Et dans cette histoire, on va suivre Renate, je sais pas comment on prononce Renate, je sais pas, qui vient de Vienne et qui est installée à Malibu. Et en fait, on va suivre un peu ses pérégrinations et aussi celles de personnages qui l'entourent. Voilà, en fait, c'est un peu des portraits de différents personnages. Alors, je pense que c'est un peu un roman choral, peut-être. Donc, on a notamment Henri, qui est chef cuisinier, Varda, qui est un artiste grec, la fille de Varda, qui est adolescente, Nobuko, qui, je pense, est japonaise, qui est actrice, un consul français à Hollywood, qui n'a pas de prénom, visiblement. Et donc, tous vont se croiser sous le regard de Renate, qui est une femme assez libre, qui est qualifiée de libre. Et en fait, on nous dit que c'est un petit peu autobiographique, en tout cas introspectif, de la part d'Anaïs Nin. Voilà, donc j'en sais pas plus, mais je vous l'ai mis. Si vous aimez cette autrice, moi je l'ai jamais lue, personnellement, cette autrice. Donc voilà, petite sortie poche. Je vous l'ai mis, en tout cas. Ensuite, on est toujours le 4 décembre, et là je vous ai mis le titre et le nom de l'auteur par-dessus la couverture, parce qu'il n'y a rien d'écrit sur la couverture, j'ai vérifié, a priori c'est bien la vraie couverture. Donc il s'agit de Nine Lives Man de Shen Chang, qui sortira aux éditions Paquet, donc toujours le 4 décembre. C'est un manhwa, c'est-à-dire un manga chinois ou taïwanais, hein, les deux se disent de la même façon. Donc là, en l'occurrence, c'est taïwanais. Et dans cette histoire, on va suivre un homme qui s'appelle M. Jagger. M. Jagger, je suis pas sûre. Ouais, oui, je pense que c'est M. Jagger parce que Mick Jagger, hein, je pense que c'est ça. Qui en fait voit partout, alors c'est pas le vrai Mick Jagger, hein, qui voit partout la marque du chiffre 9.
Et c'est une vision qui va le renvoyer à une série de réincarnations. Il va assister à la destruction de sa ville, il va se faire tuer d'une balle dans la tête, il va se réveiller dans le corps d'un autre M. Jagger, dans une autre époque, dans un autre lieu, mais avec la même conscience et avec la mémoire de sa vie passée, d'où le titre, hein, Nine Lives Man. Lives, d'ailleurs c'est lives, je suis bête, parce que lives c'est le verbe. C'est Nine Lives Man, pardon. Désolée pour mon anglais qui pêche. Et en fait, du coup, il va avoir pour objectif de remonter le temps pour éviter la destruction de la ville. Donc voilà, j'imagine que ça va être un peu un style de boucle temporelle, sauf que là, à chaque fois, il se réveille dans un corps différent. Un peu comme dans les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, hein, finalement. J'ai l'impression que c'est un peu le même délire. Mais ouais, voilà, ça peut... Moi, j'aime bien. J'avoue que j'aime bien cette idée, personnellement. C'est aussi... Ah oui, c'était dans un autre truc aussi comme ça, les 7 vies de Léo Bellamy. Un truc comme ça, c'est un peu le même délire aussi. Bref. Salut Thibaut, sondage modérateur. Oh purée, tu sais que je sais même pas ce que c'est ça. Je t'avais pas vu arriver, du coup. Je sais pas ce que c'est, sondage modérateur. Pourquoi j'ai ça, moi, dans mes trucs? Je sais pas. Je pense que c'était un truc de base de Twitch, en fait. Je pense. Donc voilà, du coup, ouais, moi j'aime bien ce principe. Et en plus, les dessins ont l'air assez terribles. Je sais pas si vous le voyez un peu sur la couverture. On dirait pas des dessins de manga, quoi. On dirait pour le coup. Moi, j'adore les dessins de manga, attention, hein. Mais là, c'est vrai qu'on dirait plus des dessins de comics. On dirait plus des dessins de comics. Mais ça peut être pas mal à voir, du coup, ouais. Par contre, 27 balles, hein. Alors, 27 balles pour 394 pages pour un graphique, c'est vraiment pas cher, surtout que c'est possible, alors pas forcément, hein, mais c'est possible que ce soit en couleur. Je sais plus si les manhwa, ils sont en couleur ou pas. J'ai un doute. Mais bon, même si c'est pas en couleur, 27 balles pour 384 pages, ça va. Pour un grand format, c'est pas très cher en vrai, hein. Donc voilà. Ça, c'est possiblement un truc que je pourrais acheter. Honnêtement, c'est peut-être la sortie qui me tente le plus là dans la liste. J'avoue. Donc voilà, en tout cas, pour celui-ci. Si j'arrive à reprendre mon... Oui, voilà. Donc, allez, une sortie pour Stéphane. Il va adorer. Ouais, bon, voilà, comme c'est la période de Noël, je vous ai mis 2-3 conneries de Noël. Donc là, c'est un e-book. Ça s'appelle Sous le sapin, une fausse fiancée de Kate Lees. Et ça sortira chez Harlequin. Alors, tout pour plaire, hein. Tout pour plaire. Donc, en fait, on va suivre Riley qui va cohabiter avec son voisin Todd le temps d'un séjour à la montagne, donc dans un chalet. Et en fait, le truc, c'est que c'était pas prévu, a priori, qu'elle cohabite avec lui. Je sais pas pourquoi. Et en fait, ouais, non, mais d'accord, ok. Franchement, le synopsis c'est un peu très mal expliqué. Donc, si je comprends bien, c'était pas choisi, hein. Elle se retrouve donc avec un gars qui est exécrable et en fait, il conclut un pacte. Donc, en échange du déménagement du gars, donc qui s'appelle Todd, Riley va devoir se faire passer pour sa petite amie devant ses parents pour les fêtes. Bon, voilà, c'est le truc classique du faux date. C'est le trope classique du faux date et du enemies to lovers aussi. Voilà, ils ont fait les deux en même temps. Donc voilà, si vous êtes friand des romances de Noël, c'est un e-book, donc c'est un peu moins cher. Je sais pas combien de pages par contre, c'était pas marqué. Et voilà. Voilà pour celui-ci. On est toujours le 4 décembre, on change un peu de style. Avec... Ah, putain, pardon. Non, pas de sortie papier prévue visiblement.
Bon, pourquoi pas, Stéphane, je présente en fait tout ce qui peut intéresser les gens, hein. Je suis pas égoïste, hein. Je suis pas égoïste. Donc là, c'est la sortie d'un coffret de manga. Alors, je crois qu'il y en a 4, si je me trompe pas. Alors, attendez, j'ai un petit souci. Ça va me saouler. Bon, déjà, j'ai mon chat qui défile plus. Bon, ça, c'est pas très grave. Ah, c'est bon. Alors, je crois qu'il y a 4 tomes, il me semble. Et je pense que c'est des plutôt grands formats, hein, par contre. Parce que 4 tomes à 31 €, ça ferait un peu cher quand même, je trouve, en petit format. Hein, quoique, remarque, ils pourraient très bien faire payer le coffret. Hein. Gallmeister, ils le font. Alors, enfin non, c'est Monsieur Toussaint l'ouverture aussi qui font ça. Bref, donc dans cette saga, en fait, ça s'appelle Terrarium. J'ai oublié de dire l'auteur, c'est Yuna, c'est une autrice d'ailleurs, Yuna Hirasawa. Dans cette histoire, on est dans un monde en ruine où l'humanité est sur le déclin. Et on va suivre Chico et son petit frère Pino. Oui, je sais. Les prénoms, Chico et Pino, quoi. Mais bon, c'est des trucs japonais, donc on n'y peut rien. Chico, elle est technologue d'investigation. Ah, de suite, on la ramène moins là. Et en fait, tous les deux arpentent les colonies délabrées où des robots poursuivent leurs tâches inlassablement. C'est un peu comme le robot sauvage, si vous avez vu le film. Voilà, ils ont des tâches qui leur sont affectées. Donc même si le monde est en ruine, ils continuent à faire leurs tâches. On a... alors attendez, oui, voilà. Donc les deux, Chico et Pino, tentent d'accompagner les robots dans leurs derniers souhaits. C'est sympa. Et du coup, voilà, on nous dit combien de centaines d'années faudra-t-il encore aux humains pour devenir meilleurs. Voilà, en fait, on est vraiment sur la fin de l'humanité. J'en sais pas plus. Ah oui, 4 volumes, voilà. Donc intégralité de Terrarium en 4 volumes avec un chapitre bonus inédit ainsi qu'un visuel exclusif réalisé par l'autrice. Voilà, une invitation au voyage spatial. Ok, donc il y a quand même une histoire de voyage spatial dans cette histoire. Très bien. Très bien, très bien. Bon, le chat, est-ce que tu peux te remettre comme il faut là? Ça me saoule. Ça me saoule parce que du coup, je vois pas les commentaires. Désolée si je zappe vos commentaires, mais j'ai le chat qui déconne. Tu paies le coffret vide, mais pas si tu prends le coffret avec les livres dedans. Oui, c'est un peu ça, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, bon, j'ai rien dit alors. Mais là, je pense qu'on paye le fait qu'il y ait des bonus et tout. Hein. Oui, Viviane, moi aussi. Je lis toujours une petite romance de Noël chaque année, histoire de dire. Ouais, nous, on a eu un chèque de 60 € là. Pour Noël avec le CSE. Je sais pas comment je vais l'utiliser. Peut-être pour acheter des cadeaux à Kim. Bon, il m'écoute, mais c'est pas grave, il sait pas ce que je vais lui acheter. Bon, le chat, il défile plus en fait. Je suis obligée de descendre à la main là, ça commence à me saouler. Attendez. J'essaye de remettre, mais. J'essaye de remettre. Voilà. Il me dit chat mis en pause à cause du défilement, mais sauf que là, on est à la fin, donc il se met en pause quand même. Bon, bref. Donc voilà pour celui-ci. En tout cas, ah, ça y est, il s'est remis. Ah, alléluia. Donc j'ai oublié de dire que ça sortirait chez Glénat. On est toujours le 4 décembre, un petit poche encore de chez le livre de poche. 3 petits tours et puis reviennent de Kate Atkinson. Je vous jure que je vais péter un câble ce soir. J'ai le truc qui s'affiche pas en fait. Talalalala. Alors, ça a l'air très sympa. Je me souviens plus du tout de quoi ça parle. J'en ai marre. Il y a des soirs comme ça. Hein. Bon, sinon, je vais vous parler de la sortie d'après. Hein. Mais non, mais même pas, il y a tout qui bug là. C'est un enfer. C'est un enfer. Bon. Ouais, vous savez quoi hein, on va pas se mettre la rate au courbouillon. Hop là, tant pis, j'avance. J'avance là. Voilà. Parce que les deux autres, ils ont bugué.
Donc on passe au 10 décembre, tant pis, on reviendra au 4 décembre après, avec Shikoni, Terre d'Histoire, une très petite BD, 35 pages, c'est vraiment pas beaucoup, de Doua Nassouf Jailani et Zidini Sindhu Dimassi, qui sortira aux éditions Project Hill, et en fait qui va se passer à Mayotte, où on va donc suivre Amine et Bahati, qui sont, donc Chiconi c'est une ville de Mayotte, qui sont 2 habitants de Chiconi, qui sont curieux de connaître les origines de leur localité, mais ils trouvent rien sur les livres, ils trouvent pas grand chose en tout cas sur les livres ni sur internet. Et en fait, ils vont essayer donc de se renseigner un petit peu pour reconstituer l'histoire de ce... Ouais, c'est même un village en fait, finalement, Chiconi. Ils vont essayer de reconstituer l'histoire de ce village. Et donc voilà, on va être immergé un petit peu dans leur quête avec des rencontres, etc. Et même, voilà, on va même... Alors, je sais pas si c'est un vrai truc, parce qu'on nous dit que les personnes rencontrées ont été croquées par l'illustrateur au moment de l'enregistrement de leur témoignage. Donc oui, a priori, c'est vraiment des vrais témoignages qui ont été recueillis. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un travail de synthèse qui reflète les paroles recueillies. Donc voilà, si vous vous intéressez à Mayotte, notamment, bah, n'hésitez pas. Bon, par contre, c'est clair que 25 € pour 35 pages, ça pique un peu, mais bon, c'est pour Mayotte. Donc voilà, et je vois que tout est revenu à la normale, donc on va revenir en arrière, donc toutes mes excuses, mais comme ça au moins j'ai meublé. Avec donc 3 petits tours, et puis reviennent de Kate Atkinson. Et désolée, du coup Karine, tu vas devoir remettre les titres. Ouais, c'est un peu cher, ouais. Ah, t'as lu Elsa dans les coulisses du musée, d'accord, et t'avais aimé. Donc là, dans cette histoire, on va suivre Jackson, qui s'est installé dans un village en bord de mer dans le Yorkshire du Nord. Donc on est en Grande-Bretagne. Et donc il va en fait profiter par intermittence de la présence de son fils Nathan, enfin Nathan plutôt, qui est un adolescent boudeur, et de leur vieille chienne Dido. Et donc on va être dans un décor un petit peu pittoresque, mais il va y avoir des problématiques, des drames qui vont arriver. Puisque Jackson, en fait, il va... Donc a priori, je crois c'est un détective ou un truc comme ça. Et en fait, il va travailler pour le compte d'une femme qui soupçonne son mari d'être infidèle. Et donc, il va devoir rassembler les preuves. Donc, mission qui pour lui semble plutôt simple, mais sauf que en fait, il va se retrouver dans une affaire plus sombre que prévu. Voilà. J'en sais pas plus. Je sais pas trop si c'est un... Ouais, moi je pense que c'est plus du contemporain. Je sais pas que ce soit un polar ou quoi. Donc voilà, on nous dit... Ah oui, on nous dit que c'est drôle aussi. Apparemment, c'est profondément humain et extrêmement drôle. Moi, je me méfie quand il y a des trucs de drame et que c'est drôle en même temps. Je sais pas trop. Mais bon, je vous l'ai mis. Voilà, a priori. Coucou Julien, comment ça va? Je t'avais pas vu, pardon. Putain, c'est fou comme je zappe des commentaires, ça m'énerve. Mais voilà, en tout cas, pour celui-ci, si ça vous intéresse. Moi, je connais pas cette autrice. Jamais lu. Donc, je ne sais pas. Mais, honnêtement, le synopsis me rend un petit peu curieuse quand même. Mine de rien. Voilà pour celui-ci. On passe au 6 décembre. Avec une petite autofiction. Alors, qu'est-ce que l'autofiction? C'est quand, en fait, c'est raconté, c'est l'auteur ou l'autrice raconte une histoire sous forme d'autobiographie, mais enfin, plutôt romancée, quoi. Voilà, en gros, soit c'est totalement inventé, mais elle fait passer ça pour comme si c'était voilà, comme si c'était sa propre vie. Attention, il n'y a pas de mensonge ou quoi, il n'y a pas de vie inventée. Quand c'est autofiction, on le sait quoi.
soit c'est voilà, une biographie plutôt romancée, autobiographie plutôt romancée. Et donc là, dans cette histoire, donc c'est Claire Musiol. Donc le titre, j'ai oublié de dire, c'est Avec ou sans enfant. Qui, à 30 ans, mène une vie épanouie, mais elle n'a pas d'enfant. Et en fait, voilà, c'est une question qui la hante. Doit-elle vraiment devenir mère? Et en fait, même si sa vie actuelle lui convient très bien sans enfant, en fait, elle ressent quand même la pression sociale. Puisque voilà, c'est vrai qu'à 30 ans, ben, la maternité c'est perçu comme une évidence. Et elle a toujours pas d'enfant. Et en plus, ben, évidemment, c'est toujours le moment où on a les amis qui commencent à faire des enfants, hein. Voilà. Et donc elle se dit, bon, enfin, tout le monde lui dit aussi que le temps presse, etc. Et donc elle commence à peser le pour et le contre. Voilà, est-ce qu'elle doit faire un enfant ou pas? Et du coup, voilà, c'est un peu le récit. Voilà, on dit c'est une autofiction. Je pense que c'est vraiment une réflexion que l'autrice elle-même peut-être s'est faite, hein, je sais pas. Ah d'accord, ok Elsa, oui j'aime bien quand c'est cynique. Atkinson est assez connu en Grande-Bretagne. Oui, mais bon, non, j'aime pas zapper les bonjours quand même. Donc voilà, ça sortira aux éditions Avalon Co. Et j'étais en train de lire la biographie de l'autrice. Pourquoi j'ai mis... Eh ouais, mais alors attendez, oui. Ah oui, non, elle est bien française, mais elle s'est installée aux États-Unis. Voilà. C'est ça. Ok, donc voilà en tout cas pour celui-ci. Ok, Elsa. Oh, ça peut être intéressant, hein, pour celui d'avant. Bon, voilà, moi, c'est aussi une question que je me pose moi-même souvent, donc ça peut potentiellement m'intéresser. Donc, celui-là, on l'a vu du coup. Donc, on revient du coup le 10 décembre. Et là, c'est encore une autre question à propos de la maternité. Il s'agit donc de la thématique de la GPA avec L'enfant d'une autre de Florence Wells. L'histoire d'une GPA qui sortira aux éditions L'Alchimiste. Et... Ouais, je sais Stéphane. Et dans cette histoire, on va suivre Lisa qui est mère de 5 enfants. Rien que ça. Donc Lisa, elle est américaine. Elle est mariée à un conjoint routier. Elle peine à boucler les fins de mois. Et en fait, un jour, voilà, elle va envisager la possibilité de la GPA. Pour se faire un petit... Enfin voilà, pour mettre du beurre dans les épinards, quoi. Hein, voilà. Et donc, elle va prendre cette décision-là et tout va s'enchaîner. Elle va signer un contrat avec l'Institut Mara. Elle va rencontrer des futurs parents. Et elle va reprendre espoir, voilà, en se disant, ben voilà, j'ai trouvé, moi, voilà, j'ai déjà eu 5 enfants, je sais ce que c'est d'être enceinte. Pourquoi ne pas être enceinte pour quelqu'un d'autre? Et comme ça, gagner un peu d'argent. Mais le problème, c'est que ben, ça va être plus compliqué qu'on ne l'imagine. Et on va suivre aussi en parallèle, voilà, on va suivre en parallèle en France. Donc là, on est en Amérique, hein. En France, c'est Élise et Stéphane d'un côté et Gaëtan et Albert de l'autre. Donc vous aurez compris qu'il y a un couple hétéro et un couple gay, qui sont deux couples désespérés qui rêvent de devenir parents. Et ils vont donc réfléchir à la possibilité d'une GPA. Ils vont contacter donc ce fameux Institut Mara et entrer en relation avec Lisa. Sauf que Lisa, elle va devoir choisir entre les deux couples. Voilà, et donc c'est va être le truc de la prise de décision. Et en même temps, ben, qu'est-ce que ça implique une GPA? Ça peut être extrêmement intéressant. C'est un débat qui est très très complexe, la GPA. Moi-même, je ne sais pas vraiment quel est mon positionnement là-dessus, parce que je pense qu'il y a du pour et du contre. Donc ouais, c'est un livre qui m'intéresse pas mal, justement, pour voir un petit peu... ben, pour avoir une vision un peu différente, je ne sais pas. Voilà en tout cas pour celui-ci. Je pense que c'est une thématique ouais, qui est pas souvent traitée dans les livres, donc raison de plus pour vous le mettre.
toujours le 10 décembre, alors encore une autre thématique importante aux États-Unis aussi, hein, pareil, qui peut faire débat. Le procès opioïde de Mike Papantonio, pardon, qui sortira aux éditions Zaleucus. Je connais pas du tout ces éditions, je suis même pas sûre de bien prononcer d'ailleurs. Désolée. Donc en fait, donc c'est un roman, hein, c'est pas c'est vrai que moi j'ai pensé au début que c'était un truc un peu journalistique, un genre d'essai et tout ça. Non, non, c'est vraiment un roman, c'est même un thriller. Mais on est sur la thématique donc de la crise des opioïdes en Amérique. Parce que effectivement, aux États-Unis, il y a un gros trafic d'opioïdes. Je pense au fentanyl, au tramadol, ce genre de choses. Et là, en fait, voilà, on dit que malgré la mort d'acteurs comme Heath Ledger ou Philip Seymour Hoffman, ou de musiciens comme Prince et Tom Petty, et ben, c'est toujours... la crise des opioïdes est toujours là, hein, en fait. Voilà. Et en fait, on va suivre un jeune avocat qui s'appelle Jake, qui va en faire un sujet d'actualité. C'est ça, hein, si je comprends bien. Et voilà, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Donc c'est le premier, alors voilà, Mike Papantino, c'est un auteur de thrillers judiciaires, comme John Grisham. Et c'est son premier traduit en français. Voilà, donc il en a fait d'autres. Et lui-même, il est avocat. C'est un des principaux associés d'un des plus grands cabinets d'avocats des États-Unis. Et donc, en fait, son truc à Mike Papantonio, j'ai envie de dire Papantino à chaque fois, comme Tarantino. Son truc à Mike Papantonio, c'est de s'attaquer aux grandes industries. Donc, les médicaments, comme là, mais aussi le tabac, l'automobile, etc. Et donc, de réfléchir voilà, aux dégâts que ces industries ont causés. Et là, on nous dit, il dirige aujourd'hui le procès le plus important de l'histoire de l'Amérique contre les responsables qui ont créé et alimenté la crise des opioïdes. Voilà. Bon, écoutez, ça a l'air super intéressant, pour le coup. Des opioïdes, en fait, ça vient de opium. En fait, c'est des médicaments qui contiennent des opiacés, donc qui contiennent en fait des substances, bah voilà, comme dit Karine, psychoactives en fait, qui sont là effectivement pour atténuer la douleur, mais qui ont aussi un effet similaire à certaines drogues, et d'où le terme d'opioïdes et d'opiacés, hein, d'ailleurs, voilà, qui agissent un peu comme des drogues, c'est-à-dire qu'ils peuvent créer une accoutumance, voire une addiction. Et du coup, le problème aux États-Unis, c'est que comme il n'y a pas de sécurité sociale et que n'importe qui peut se faire prescrire, ou même n'importe qui peut trouver facilement ces opioïdes au marché noir, et ben du coup, voilà, il y a un gros trafic là-bas. Parce qu'il n'y a aucune sécurité en fait. Chez nous, c'est très sécurisé, hein, les ordonnances et tout ça, c'est très difficile, toujours difficile à falsifier, c'est très contrôlé. Et, euh, et du coup, ben, après, ça n'empêche pas qu'il y ait du trafic quand même, hein, évidemment, hein, tout n'est pas parfait, hein, mais aux États-Unis, par contre, il y a zéro contrôle là-dessus, et du coup, bah, c'est un peu la catastrophe en ce moment, et il y a vraiment, il y a des villes qui se transforment en villes de zombies, parce que les gens sont tous drogués, mais vraiment de façon extrêmement grave, quoi. Et vraiment un gros problème sanitaire aux États-Unis, quoi. Voilà, c'est vraiment un des gros problèmes du moment. Et donc voilà. Et moi j'en prends, hein, des opioïdes, hein. Moi je prends du tramadol, donc c'est un des trucs qui est le plus trafiqué aux États-Unis, hein, sachez-le. Je pourrais me entre ça et la Ritaline, là je pourrais me faire des couilles en or si je le voulais, mais bon, comme je suis honnête. Mais ouais, non, franchement, mais sauf que ouais, je le prends vraiment. J'en prends une fois par semaine quand j'ai vraiment très mal, quoi. Donc voilà.
Et puis surtout, c'est toujours pareil, c'est des médicaments qui sont là pour atténuer la douleur. Si t'en prends alors que t'as pas mal déjà de base. Alors après, il y a même, voilà, il y a aussi des gens qui s'en font prescrire parce que ils ont donc de façon tout à fait légitime parce qu'ils ont mal, mais qui finissent par être addicts et continuer de s'en procurer. C'est très compliqué. Il y a la Vicodine aussi, enfin voilà, il y en a plusieurs comme ça. Ouais, San Francisco, ouais, il y a San Francisco, je crois qu'il y a Philadelphie aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de grosses villes comme ça aux États-Unis où c'est une catastrophe, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment, quand je dis zombie, c'est vraiment pas exagéré. C'est des gens. Moi, j'avais vu des vidéos, ouais, franchement, tu vois, dans toute une rue comme ça, tu ne vois que des gens qui sont complètement hagards. C'est terrible, ça fait vraiment flipper en vrai, hein, franchement. Donc, ah oui, complètement, Elsa, bien sûr, qu'il y a eu du trafic de la part des labos aussi. Il y a eu pas mal de mensonges qui ont été dits, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médicaments en vente libre aussi, ouais, Karine, c'est vrai. Ah, c'est le problème, hein. Comme quoi, vive la sécurité sociale et je vous dis, malheureusement, elle est attaquée aujourd'hui, mais ça serait une catastrophe si on devenait comme les États-Unis, hein, vraiment. C'est fou quand même de pas voir ce qui se passe dans d'autres pays et de vouloir appliquer la même chose, quoi. C'est grave, hein, c'est grave. Enfin bon, bref, c'est un autre débat, donc là on fait les sorties. Mais voilà, en tout cas, si ça vous intéresse sur cette thématique. Ah, pardon, on va y arriver. Alors, toujours le 10 décembre, on revient sur une petite BD qui s'appelle Le sang d'encre de Marine Loiseau et Agathe Moreau. Et en fait, donc on est sur une petite BD fantastique mais métaphorique en fait, donc ça sort aux éditions Pour Penser. Puisque en fait on va suivre Ella qui est une femme qui va découvrir que je crois que c'est dans ses intestins, je sais plus, ou dans son estomac, bref, il y a une petite pieuvre qui vit. Et en fait, bon voilà, va être un peu une métaphorique de son moi intérieur, hein, c'est un peu ça. Et on va suivre un petit peu voilà, les aventures de cette femme avec sa petite pieuvre. Euh, et donc en gros, voilà, ça raconte un petit peu, alors c'est très poétique apparemment, ça raconte notre rencontre avec nous-mêmes, nos zones d'ombre, etc., etc. Voilà, donc ça a l'air un petit peu mimes, donc je vous l'ai mis, si ça vous intéresse. Voilà, j'ai moins de choses à dire que sur le précédent, mais voilà, je trouvais ça un petit peu mignon comme métaphore, donc je vous l'ai mis. Ensuite, alors, celui-là je l'ai mis, mais j'avoue je l'ai mis un peu aussi pour la rigolade. Alors, vous allez me dire de suite, qu'est-ce qui vous choque là-dedans, sachant que je n'ai pas fait de faute de frappe. Oui, je pense que le précédent, je sais pas si c'était jeunesse, hein, le précédent là, Sang d'encre, parce que on parle d'une femme, donc je suis pas sûre que ce soit jeunesse. C'est plutôt universel, je dirais. Ouais, Donald, donc c'est Walt Disney's Donald Duck. Donc en fait, c'est une intégrale des histoires de Donald, hein, voilà, par Karl Barks. Il y a quoi? Il doit y avoir Karl Barks, Don Rosa. Attendez, est-ce que ça nous dit? Ouais, ils ne disent pas. Ils parlent de Karl Barks. Donc c'est peut-être juste les œuvres de Karl Barks, mais c'est pas précisé. Bon, personne n'est choqué, visiblement. Moi, oui, quand même, un petit peu, mais même si ça fait 564 pages. Ouais. Ça y est, il y en a une qui a remarqué. Donc j'ai vérifié, hein, c'est vraiment le vrai prix. C'est un truc de fou, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc ouais, voilà, c'est 90 ans donc d'histoire de Donald Duck. Donc on nous dit quoi? Donc ça sort aux éditions Tasken. Les auteurs... Ah oui, alors attendez, en fait c'est ça. C'est pas seulement les histoires, c'est pas les histoires de Donald, c'est pas une intégrale des histoires de Donald, je pense que ça ferait plus que 564 pages, honnêtement. Non, en fait, c'est carrément ça nous raconte en fait l'histoire du personnage, d'une façon générale, donc voilà.
depuis sa première apparition dans un court-métrage, le 9 juin 1934. Et donc on va nous parler des 170 dessins animés de Donald. Voilà, en gros c'est ça. Donc c'est plus, j'ai l'impression que c'est plus un livre documentaire qu'une bande dessinée finalement, même si ça a été classé en bande dessinée. Donc je sais pas, attendez. Ah, attendez, j'ai les images quand même. On va voir un petit peu, mais à quoi ça ressemble. Bon, après, moi, pourquoi y a rien qui. Pour moi, il n'y a rien qui justifie ce prix de 175 euros. Faut arrêter les conneries. Si ça avait été un manuscrit original, dessiné, signé par Karl Barks, je veux bien, hein, mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, oui, ah, voilà. J'ai des images. Donc, oui, en fait, c'est effectivement un genre de documentaire illustré. On voit pas mal de croquis de Karl Barks. On voit des couvertures notamment aussi de magazines. Donc, voilà. Voilà. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait le 5 en moins, tu vois. 17 euros, c'était bien. Ouais, c'est vraiment pour en fait, c'est vraiment pour les collectionneurs, quoi. Voilà, c'est vraiment pour les collectionneurs. Alors, je sais pas, hein, peut-être c'est une édition limitée, hein, mais bon, c'est pas précisé. Et franchement, 175 balles, ça pique un peu. J'ai oublié de citer les auteurs, donc c'est David Gerstein, J.B. Kaufman et Daniel Kosenschult. J'avoue que là, celui-là de nom, je l'ai pas trop, hein, mais bon. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. Qui était inclassable, en fait. Mais bon, en vrai, c'est un documentaire, quoi. Ensuite, on passe à un autre e-book qui sortira le 11 décembre chez Librinova, que je pourrais certainement demander d'ailleurs, même si j'ai pas forcément une bonne expérience des Librinova, mais bon. Ouais, parce que je reçois le catalogue de Librinova pour les services presse, mais c'est vrai que chaque fois je suis déçue, c'est chiant. J'ai pas le choix. Ah, d'accord, Malo, donc c'est tiré en petit nombre, donc ce qui expliquerait le prix, effectivement. Merci pour l'information. Bon, là, on passe de 175 balles à 3,49 €. Comment faire l'ascenseur émotionnel. Donc, dans cette histoire, on est à Berlin et on va suivre Marie, qui est une veuve d'origine indienne, qui se remet d'une dépression qui l'a contrainte à placer ses 4 enfants dans un foyer d'accueil. Et en fait, elle doit absolument trouver un emploi si elle veut si elle veut pouvoir récupérer ses enfants et éviter qu'ils soient séparés, parce que pour l'instant ils sont en foyer, mais comme ils sont 4, ils risquent d'être séparés dans des familles différentes. Et donc elle va trouver du soutien chez Sophia, qui est une amie, et Catherine, qui est sa voisine. Et donc elle va se lancer dans une quête pour reconstruire sa vie. Et voilà, on va la suivre au fil de ces rencontres. Il va même peut-être y avoir un petit roman, si je comprends bien, mais c'est pas une romance en soi, hein. Le livre, on est vraiment dans une histoire de mère qui va tout faire pour récupérer ses enfants. Et en fait, elle va trouver une idée pour avoir de l'argent. C'est comme elle a un talent pour la cuisine, bah, elle va peut-être essayer de travailler dans ce sens-là. Je ne sais pas trop, hein. Je ne sais pas si c'est pour ouvrir un restaurant ou pour travailler elle-même en tant que cuistot, je n'en sais rien. Et aussi, elle a peut-être aussi l'idée de retourner à Pondichéry parce que ses parents veulent lui arranger un mariage, et du coup ça lui offrirait la sécurité. Mais le problème, c'est que voilà, elle voulait un peu fuir les traditions de son pays aussi. Donc voilà, on va être sur une thématique un peu comme ça de quête d'indépendance, de résilience, de dilemmes en tout genre. Voilà, ça a l'air très intéressant. En vrai, franchement, moi, je vais peut-être le demander, celui-là. On va voir, hein. J'espère que ça sera meilleur que les Librinova que j'ai lus précédemment, mais pourquoi pas. Ouais, je sais pas, Karine. Le taf, lui, est le même pour l'auteur. Ouais.
Bah en fait, le prix des e-books, alors ouais, il y a débat sur le prix des e-books honnêtement, hein. Parce que effectivement, le taf est le même pour l'auteur, mais pour une maison d'édition, ça fait beaucoup moins de travail. Donc il y en a qui trouvent ça, alors celui-là non, mais il y en a qui trouvent ça trop cher. C'est vrai qu'il y a des e-books qui sont vendus à 15-16 balles, presque au prix des grands formats, alors que voilà, c'est pas très légitime. Donc voilà. Tu peux pas t'empêcher de penser qu'une parution juste en e-book est suspecte. Bah en fait c'est alors là pour le coup là en l'occurrence contrairement à la romance de Noël de tout à l'heure c'est la maison d'édition en fait c'est Librinova, eux ils font que du e-book. Voilà, c'est leur choix, c'est leur choix d'édition. Donc en fait, ils donnent leur chance. Alors, je sais pas si c'est si c'est une maison d'édition à compte d'auteur. Parce qu'il y en a une que je vais vous montrer plus tard qui est une maison d'édition à compte d'auteur. Donc c'est pas tout à fait une maison d'édition, ça reste de l'auto-édité. Là, je sais pas, mais je pense que c'est une vraie maison d'édition, mais par contre, ils ne font que du e-book, c'est un choix. Donc les auteurs le savent hein, quand ils rejoignent la maison d'édition. Donc ouais. Ouais, souvent le poche est moins cher que le numérique, hein, clairement. Donc voilà. Donc ouais, pour la maison d'édition, c'est beaucoup moins de taf. Après, il faut espérer, mais je pense que c'est le cas, il faut espérer que évidemment l'auteur reçoive la même contribution que pour le papier, hein. Euh, donc voilà, ce serait effectivement le même taf pour l'auteur, donc il n'y a pas de raison qu'il touche moins. Par contre, pour la maison d'édition, bah oui. Du coup, c'est moins de boulot, quoi. Bah, si l'auteur a le même, a la même rétribution que le papier, pour moi, ça pose aucun problème. Après, c'est clair que c'est pas forcément le cas. Je sais pas comment ça fonctionne, j'avoue, je suis pas dans les arcanes des maisons d'édition par rapport à ça, mais en ce qui concerne Librinova, en tout cas, oui, c'est un choix éditorial de ne faire que du e-book, effectivement, et donc ils font des catalogues de services presse que moi je reçois notamment. Et c'est des petits auteurs, des petites autrices. Donc voilà, en tout cas, pour celui-ci, il sortira le 11 novembre. Allez, une sortie poche aux éditions PAL. PAL qui sont des éditions qui publient en fait des poches young adultes. Voilà, souvent de la fantasy d'ailleurs, mais pas que. Donc c'est Ce cœur empoisonné de Kalin Byron. Ah, donc c'est bien une... D'accord, ok. Merci Linsfeld, je sais pas trop comment prononcer ton pseudo. Donc c'est bien à compte d'auteur. Donc c'est bien à compte d'auteur pour Librinova. Merci pour l'information. J'étais pas sûre, hein. Honnêtement, j'avoue que je partais pas trop, pas trop sûre de moi sur ce coup-là. Donc ouais, ok. Donc c'est bien à compte d'auteur, du coup. Donc c'est l'auteur qui se démerde en fait pour faire son truc, quoi. Ok, très bien. Bah c'est bon à savoir. Donc oui, c'est plus ou moins de l'auto-édition finalement, hein. Sauf que t'es chez quelqu'un qui va potentiellement. Alors après, je sais pas, hein, je sais pas ce que ça change. Qu'est-ce que ça change finalement d'être chez une maison d'édition à compte d'auteur ou d'être auto-édité, je ne sais pas. Si quelqu'un le sait. Ah, ils ont des avantages. Non mais c'est franchement, ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. En vrai, je connais pas du tout les arcanes, je suis pas du tout dans le monde de l'édition. Même si mon compagnon travaille avec des maisons d'édition, je connais pas les voilà, je connais pas ce genre de choses. Donc ah ouais, une version papier en SP. Ah ouais, pourtant je crois pas, hein, je crois qu'ils font que de l'e-book, il me semble, hein. Il me semble, hein. Et leur catalogue c'est que pour e-book. Coucou Perséphone, ah merci ouais pour l'info, oui d'accord, ok, c'est que de Saxus. J'étais persuadée qu'il publiait autre chose, ok, autant pour moi, putain, tout le monde... Ok, je reçois que des leçons là. Oui, c'est bon, merci de me montrer mon ignorance. Non, je rigole. Ok, merci pour l'info. Donc, PAL, ouais, c'est les poches de Saxus. Je suis quand même assez étonnée que ce soit... j'allais dire aussi peu quali. Franchement, je trouve que la charte graphique de PAL, c'est quand même pas ouf, quoi. Sachant que De Saxus, ils misent beaucoup quand même sur leur... ils misent beaucoup sur leur marketing graphique, quoi. Enfin, voilà, hein, sur leur présentation. Donc là, c'est vrai que c'est un peu...
C'est un peu étonnant parce que vraiment, je les trouve pas ouf, les livres de Pal. Moi, ça me donne pas envie de les acheter en vrai. C'est peut-être pour ça, hein, peut-être c'est pour donner envie aux gens d'acheter en grand format, je sais pas si ça se trouve. Gallmeister, par exemple, eux, ben, ils sont un peu cons, pardon, pardon Gallmeister. Mais c'est vrai que leurs totems sont tellement beaux et que leurs grands formats sont tellement chers que tu dis, bon, je vais attendre un peu et acheter le poche. Que là, de Saxus, tu dis, ouais, non. Ouais, non, j'ai plus envie d'acheter le grand format, là. En vrai. Donc, ok. Donc oui, je savais en plus que le grand format était chez De Saxus, pour le coup, puisque je l'ai. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai le grand format de Ce cœur empoisonné. Et je l'ai pas lu, pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que je lise Le Jardin secret, puisque c'est une réécriture. Donc voilà. Ouais, franchement, on est d'accord, ça donne plus envie d'acheter les grands formats. Éditeurs à compte d'auteur, ce sont juste des imprimeurs qui te font à l'arrache très peu de promos. D'accord, ok. Ok, ok. Ouais, donc, ouais, c'est pas forcément ouf, quoi. Donc là, dans cette histoire, on va suivre Briseis. Ouais, il y a comment oh putain, je perds mes mots, je vais y arriver. Je déteste quand c'est comme ça, c'est un truc de fou. Je perds mes mots. Il y a une référence, merci, putain, merci moi. Euh, Il y a une référence à la mythologie grecque. Voilà, donc Briséis, hein, vous savez, c'était la femme qui avait été enlevée par Achille, tout ça, pendant la guerre de Troie. Mais là, c'est pas la Briséis de la guerre de Troie. C'est une personne qui s'appelle Briséis, mais il y a quand même une petite ref. Donc Briséis, elle a un don, en fait, elle fait croître et s'épanouir toutes les plantes qu'elle touche. Et un jour, sa tante va mourir et lui léguer un vieux manoir délabré dans la campagne new-yorkaise. Et du coup, Briseis va s'installer là avec sa famille, avec ses deux mères d'ailleurs. Et du coup, en fait, elle va essayer, comme voilà, elle va être entourée de fleurs sauvages, elle va essayer d'apprendre à contrôler son don. Mais le truc, c'est que il va y avoir des choses un peu bizarres qui vont se passer dans cette nouvelle demeure, notamment elle va recevoir des lettres étranges et le jardin va être envahi de plantes mortelles. Voilà, donc et un jour aussi, des intrus vont tenter de pénétrer chez elle. Voilà, donc c'est très mystérieux tout ça. Moi, j'avais lu de l'autrice, j'avais lu Cendrillon est morte. Oui, c'est ça. Et j'avais adoré. J'avais adoré, vraiment, ça avait été un coup de cœur. Du coup, j'ai très hâte de pouvoir lire celui-ci. Mais je l'ai déjà en grand format. Voilà, voilà. Ah bah ça, ouais. Ah du coup, putain, j'ose plus remonter le chat parce que j'aime pas, ça me fait faire des trucs bizarres. Donc si je loupais des trucs... Moi, j'ai pas... Ok, j'ai pas plus loupé. Très bien. Ouais, à bannir, ouais. J'ai cru comprendre ça. Hein. Désolée de leur faire de la pub du coup, mais bon. Disons qu'on va faire de la pub pour les auteurs, quoi. On passe au 12 décembre. Ah, mais on était déjà le 12 décembre, en fait, pardon. Pour ce cœur empoisonné. Sortira, allez, je vous ai remis un petit... Alors là, c'est plus une novella, hein, 74 pages, petit e-book de chez Juno Publishing. Ça s'appelle Ciel, pas de raclette pour Noël d'Aurore Morgenstern. Alors je l'ai mis, bon déjà parce que y avait le mot raclette dedans. J'avoue que ça m'a appâté. Et puis je crois que Aurore Morgenstern, elle est un petit peu connue aussi. Donc bon, voilà, je vous l'ai mis. Écoutez, vous en faites ce que vous voulez. Donc là, dans cette histoire, on va suivre Frédéric qui a toujours été passionné par la lecture. Et il a décidé d'ouvrir un café littéraire, une sorte de librairie slash café, quoi, dans sa petite ville de montagne. Le problème, c'est que un jour, il va y avoir un imprévu qui va débarquer dans sa boutique au moment de Noël. Et dans le même temps, il va y avoir je sais pas, une tempête de neige, je pense, quelque chose comme ça.
Bon, vous savez, j'aime bien quand il y a des gens qui sont bloqués dans les tempêtes de neige, hein, je vous l'avais déjà dit. Donc voilà, ouais, c'est clair, ouais, voilà, moi ça parle de raclette, j'avoue que... Et en fait, du coup, voilà, on nous dit que du coup, il va être... en fait, c'est le passé qui va revenir qui va se rappeler à son bon souvenir et qui va foutre la merde et qui risque de le priver de raclette, voilà. Pauvre Frédéric, j'avoue que c'est dur. J'avoue que c'est dur juste pour la raclette, être privé de raclette. Voilà. Bon, voilà, c'est rigolo, donc je vous l'ai mis. Ouais, ça parlait de raclette, hein. Bisous Viviane. Bonne soirée, bonne nuit. Voilà en tout cas pour celui-ci. Allez, on revient un peu dans du jeunesse avec une petite BD. Il s'agit de Cunégonde énerve tout le monde de Jacques Tibéri et Luna Coulot. Le tome 1 qui s'appelle C'est qui la plus écolo? Donc ça sortira aux éditions Dandelion et ça a l'air très très mimes. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une BD à la Picobog. Je sais pas si vous connaissez Picobog ou un peu à la Mafalda aussi. Vous voyez, c'est quand des enfants font un petit peu des réflexions philosophiques sur les choses, philosophiques, sociologiques, etc. Sans vraiment le vouloir, voilà, avec leurs mots d'enfant. Bah là, c'est un peu le même délire en fait. Donc c'est Cunégonde qui a un peu un caractère bien trempé. Et en fait, on va suivre un petit peu des scènes de sa vie quotidienne et le but, c'est de sensibiliser les lecteurs aux enjeux écologiques, mais sans les culpabiliser, on nous dit, voilà. Donc ça va être des petites histoires, des petites planches rigolotes avec Cunégonde qui va nous apprendre l'écologie. Bon, ça a l'air très très mimes. Moi, j'aime bien ce genre de petites BD, j'aime beaucoup, j'adore Mafalda, évidemment, je suis très fan de Mafalda, j'aime beaucoup Picobog aussi. Là, je pense qu'on va être un peu dans le même délire. D'où le fait voilà, qu'elle énerve tout le monde. Je pense que ça va être une petite Madame Je sais tout, un truc comme ça. Bon, voilà. T'en as déjà une comme ça à la maison? Ouais, franchement, ça a l'air trop mimes. En vrai, c'est le genre de BD que je pourrais acheter pour un enfant de mon entourage, ou pour la lire moi-même d'ailleurs. Mais voilà. Donc, je vous l'ai mis. En tout cas, ça à 12 €, c'est pas trop trop cher. Voilà, en tout cas, pour cette petite BD. On est toujours le 12 décembre et donc là on est toujours chez Dandelion. Voilà, mais avec un truc totalement différent. Il s'agit de Les forêts de Dracula de Raphaël Eviana, mais on est toujours... Alors Dandelion, je vous, je me suis pas renseignée sur la maison d'édition, mais visiblement ils aiment bien les trucs écolos. Donc, je sais pas si c'est une maison d'édition qui ne publie que des trucs écolos. Salut Stéphane, bonne nuit, bonne soirée, bonne nuit. Et donc, dans cette histoire, on va suivre un journaliste qui s'appelle Nathan, qui va se rendre en Roumanie pour une enquête sur une mafia qui sévit dans les Carpates, donc qui s'appelle la mafia du bois. Le problème, c'est qu'il va se retrouver en danger et il va devoir fuir dans la forêt et il va être recueilli dans le manoir d'un homme mystérieux surnommé le Comte. Ben, tiens, comme de par hasard. Et en fait, voilà, on nous dit que c'est une réécriture contemporaine et engagée du mythe de Dracula. Ça a l'air super intéressant. Et aussi, on nous dit qu'il y a en plus un petit dossier d'informations sur la surexploitation du bois et les organisations criminelles qui détruisent les forêts protégées. Donc ça a l'air très intéressant. Bon voilà, Dandelion, je pense qu'ils sont vraiment dans le truc de la prévention écologique. Moi, j'aime bien les réécritures. J'aime bien les réécritures, donc pourquoi pas. Écoutez, voilà, ça a l'air intéressant. Donc pareil, pourtant là c'est un roman, mais c'est aussi à 12 € pour 160 pages. Ça me semble correct, je trouve, hein. Voilà, je trouve que c'est très correct comme prix. Et bien noté aussi, je vois qu'il y a pas mal d'évaluations là. 4,5 pour 17 évaluations, bah ma foi, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et l'autre, alors c'est une, donc oui, évidemment c'est une autrice, Raphaël. L'autrice en fait, elle est aussi mangaka et scénariste. Bon, voilà. Donc là c'est un roman. Parce que j'ai vérifié quand même, je me suis dit est-ce que c'est pas une BD comme l'autre du coup.
Là, c'est un roman, mais apparemment, elle écrit aussi des bandes dessinées. Donc, elle est romancière, hein, on nous dit autrice romancière, mangaka, scénariste, donc elle fait tout. Donc, je pense qu'elle a dû publier d'autres choses chez Dandelion, peut-être des BD aussi, du coup. Donc, voilà. Bon à savoir. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. Qui est un thriller, hein, d'ailleurs. Ouais. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais c'est un thriller. Étonnamment. On est toujours le 12 décembre avec la sortie de Interact World de Kyle Arkham, qui sortira aux éditions Lettres à part. Alors, ça a l'air un peu spécial. J'ai l'impression qu'on est un peu dans la lignée là, des trucs à la mode, un peu genre livre dont vous êtes le héros ou ce genre de trucs là. Un peu comme les trucs là aussi qui sont que j'avais annoncé en sortie là. Donc là, on est ouais, en fait, on est des aventuriers visiblement. Donc on est dans un futur proche et il va y avoir un jeu révolutionnaire qui va offrir une immersion totale. Je sais pas si c'est un truc dont vous êtes le héros, hein, je dis ça, mais peut-être pas du tout en fait. Mais bon, on est quand même dans le truc un peu de. Ça parle de trucs interactifs. Donc en fait, voilà, c'est censé être une aventure épique, mais ça va se transformer rapidement en cauchemar où chaque erreur ne coûte pas seulement des points de vie, mais peut être mortelle. Et donc en fait, on va suivre des joueurs, notamment Max, Léo et Lyra, qui vont être piégés donc dans ce monde virtuel qui va devenir rapidement réel. Et donc pour survivre, ils vont devoir dépasser leurs limites, former des alliances inattendues et affronter des défis. Voilà, bon moi j'aime bien, j'avoue j'aime bien ce genre de truc, honnêtement, on va pas se mentir, c'est pour ça que je l'ai mis. J'aime bien les histoires de jeux qui sont, voilà, la Squid Game, hein, où tu risques ta vie, bah, des survival games, hein, c'est un peu ça, hein, c'est des survival games quoi. C'est souvent dans les mangas qu'on rencontre ça, mais là en l'occurrence c'est un roman. Bon, gros bébé quand même, hein, 628 pages pour le coup. Mais 20 € pour 628 pages, ça va. Voilà, donc je vous l'ai mis. Si ça vous intéresse, j'avoue, moi c'est le genre de choses qui pourrait m'intéresser. Après, est-ce que je vais l'acheter? Je ne sais pas. Mais j'aime bien l'idée. J'aime bien la couverture aussi. Voilà pour celui-ci. On passe au 14 décembre avec See You My King de Yuan Wen. Et donc dans cette histoire, alors c'est encore une fois un manga, là cette fois chinois, c'est un manhwa mais chinois, qui sortira aux éditions Yourang, que je connais pas du tout cette édition. Alors c'est un roman fantastique avec retour dans le temps et tout ça, mais c'est surtout une romance MM déguisée, on va dire, hein. Bisous Malo, bonne soirée, bonne nuit. Puisque dans cette histoire, on va suivre Zhangli, qui fait sans le vouloir un bond de plusieurs millénaires dans le passé, après avoir côtoyé une étrange statue de pierre. Et donc il va être coincé dans une époque qui n'est pas la sienne et va devoir survivre. Et la statue de pierre, bah, en fait, elle est devenue vivante, voilà, quand il est revenu des millénaires en arrière, et donc il va essayer de comprendre qui est cet homme. Bon, voilà, et en fait, a priori, moi, si j'ai bien compris, c'est une romance, hein. C'est une romance, mais bon, c'est pas forcément présenté comme ça, donc voilà. Je vous ai mis que c'était du fantastique. Ah ouais, c'est vrai, Estelle? Bah écoute, si tu le lis avant moi, tu me diras. Voilà pour celui-ci. Bon, moi j'aime bien les histoires de voyage dans le temps, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Ensuite, on passe au 15 décembre avec une petite BD, encore sur la maternité. Pas mal de trucs sur la maternité, hein. Je sais pas si c'est en rapport avec Noël, mais décidément, il y a quand même pas mal de trucs sur la maternité. Et donc là, c'est Les Mères Parfaites de Camille Beaulieu qui sortira aux éditions JCL.
Donc dans cette histoire, on va suivre Liv qui n'a pas de réel talent dans la vie, sinon celui d'être maman. Donc elle a 2 jumeaux plus un bébé, elle se sent utile et appréciée. Donc voilà, voilà, c'est vraiment son truc dans la vie d'être maman, elle kiffe ça et elle veut même avoir un 4e enfant. Mais le problème c'est que son mari ne veut pas, parce que, bon voilà, et c'est 3 enfants en bas âge quand même. Et ouais, en fait, voilà, elle veut avoir un 4e enfant aussi parce qu'elle, j'avais oublié ce détail, parce qu'elle voudrait retourner en congé maternité. Tellement, voilà, elle veut que, en fait, elle veut se consacrer uniquement à ses enfants, quoi. Et en fait, du coup, elle va trouver une solution pour pouvoir travailler tout en restant à la maison avec ses enfants. C'est-à-dire créer une page Instagram dont le but est d'inspirer les mères à devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Ça me fait penser à un thriller que j'avais lu là chez Hugo. C'était Suivi sur pareil les mères parfaites sur Instagram qui sont pas si parfaites que ça. Et donc son nombre de followers ne va pas tarder à exploser, mais le problème c'est que l'envers du décor, lapsus, l'enfer du décor, est loin d'être idyllique parce que son couple bat de l'aile, que ses enfants s'embrouillent tout le temps. Et en plus, elle a la concurrence de d'autres influenceuses qui vont tout faire pour la faire tomber, quoi. Et voilà, donc petit... ouais, c'est pas mal en fait, comme... voilà, c'est une idée qui est pas mal vue hein, ces derniers temps, mais bon, j'aime bien, moi, l'idée de... voilà, le côté... euh, mère parfaite sur Instagram, mais derrière, en fait, c'est la galère. Puis la couve, c'est moi. J'adore. Bon, voilà. Ça a l'air intéressant. J'aime bien l'idée. Donc, bon, par contre, c'est un peu chéros, hein, quand même. 27 balles. Ah, par contre, ah oui, j'ai, ouais, 279 pages, en fait. Je l'ai pas mis, mais je viens de le voir parce qu'il y a sur la version e-book, c'est marqué. En fait, il se base sur la version papier, à peu près. Donc, 279 pages, en tout cas. Voilà. En... A priori, je pense qu'en version papier, ça sera plus ou moins similaire. Voilà. Donc c'est quand même une grosse BD, c'est pour ça que c'est cher. Ensuite, on est toujours le 15 décembre. Sortira Les Perles de Dragon de Natacha Beaulieu aux éditions à lire. Donc c'est des éditions québécoises hein, à lire. Et c'est une autrice québécoise. Et là, on est dans un genre de dystopie. Je sais pas trop, roman d'anticipation. On est en 2029 et on va suivre Kim, qui, alors c'est une femme, hein, qui s'est réveillée 6 mois auparavant dans une fontaine, on dit. Elle s'appelait Amérine Dupont, et ses souvenirs dataient de 2019. Et du coup, là, voilà, elle se réveille, elle est en 2029. Et en fait, comme elle est amnésique, elle se souvient de rien, elle va décider de recommencer à zéro. Donc, elle va s'appeler Kim. Et elle va arrêter l'alcool et la drogue. Et elle va devenir détective privée. Et le truc, c'est que dès son premier contrat, tout va aller de travers, puisque son client va lui donner rendez-vous au Blood, qui est un bar situé à l'ombre de l'Institut de recherche en phénomènes inexpliqués, dans l'ancien quartier chinois de Montréal. Voilà, super. Ouais, le synopsis c'est assez what the fuck, hein, franchement. Et le truc, c'est qu'au moment où où elle va se rendre au rendez-vous, et ben, il va lui poser un lapin. Mais elle va y rencontrer Dragon. Alors, super le cliché du nom, mais bon, c'est pas grave. Qui est un autre détective qui va lui apprendre justement que son client a disparu, tout comme des personnes de son entourage. Voilà. Et donc, pour elle, c'est pas un hasard, et donc elle va décider d'enquêter là-dessus. Et en fait, elle va apprendre qu'il y a aussi des choses bizarres qui se font dans cette zone où ils sont, qui s'appelle la zone UC4C, à la place donc de quartier chinois de Montréal. Voilà. Fouh, il faut suivre, hein. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, bon moi à lire, je sais c'est les éditions de Patrick Sénécal, donc j'en ai lu déjà. Mais voilà, celui-là, ouais, ça peut être intéressant.
ma foi, why not. Donc je vous l'ai mis. Si ça vous intéresse, ouais, la couve est classe aussi. Ouais, c'est ça, le synopsis est aussi long que le livre lui-même. C'est ça, on dirait qu'il te raconte tout le livre, mais bah, disons qu'il voilà, fallait tout expliquer, donc c'était un petit peu long, hein, quand même. Mais bon, pourquoi pas, en tout cas. Ah, d'accord, ok. Voilà en tout cas pour celui-ci. Ensuite, ah oui, alors là c'est pareil. La version e-book me dit 115 pages. Donc possiblement 115 pages à peu près pour la version papier. Parce qu'il se base souvent sur l'édition papier pour dire le nombre de pages. Donc, voilà. Bref, ensuite, allez, on reste au Québec. J'ai l'impression, alors c'est des éditions Les Malins, j'ai l'impression que c'est la même édition que les 24 jours pour survivre au réveillon, là on dirait, ça ressemble. C'est La pire année de ma vie de Catherine Girard Audet, donc c'est un tome 1, je sais pas combien de tomes en tout. Donc on est sur du young adulte, hein. Dans cette histoire, on va suivre Gabrielle, qui jusqu'à présent menait une petite existence paisible avec sa meilleure amie, sa sœur, ses parents, etc. Mais un jour, en fait, la direction de son école ainsi que ses parents ont décidé de la transférer dans un programme enrichi. On nous dit voilà parce que apparemment elle est quand même assez surdouée si je comprends bien et du coup elle a eu besoin d'un programme plus stimulant et donc elle se retrouve loin de sa meilleure amie et en fait elle est un peu voilà considérée comme une intello, hein, une nerd. Euh, et voilà, et bon évidemment elle va rencontrer en plus un garçon, tout ça, tout ça. Et sa sœur, elle va être en couple avec un mec toxique apparemment, de ce que je comprends. Donc voilà pourquoi c'est la pire année de sa vie. Voilà. Et je pense il va y avoir un truc de harcèlement aussi, hein, si je comprends bien. Voilà, voilà, pareil, un synopsis un peu bancal, mais bon. Je vous l'ai mis, un petit young adulte, voilà, pour Noël. Young adulte slash jeunesse, hein, ça moi ça me fait penser un petit peu au truc genre journal intime de Georgia Nicholson, ce genre de truc, hein. Voilà, plus quand même pour les pré-ados que pour les ados, j'ai l'impression, hein. Voilà en tout cas pour celui-ci. On est toujours le 15 décembre, sortira Presse Jus de Valérie Chevalier et Mathieu Simard aux éditions Urtubise. Donc j'ai l'impression, 15 décembre, c'est le jour des Québécois, hein, a priori c'est québécois aussi. Euh, et donc dans cette histoire, on va suivre Hugo qui écrit une lettre au Père Noël pour son petit garçon. Et Pauline qui est bénévole à Poste Canada. La bénévole de Poste Canada, on nous dit, qui va lui répondre. Et d'une lettre à l'autre, en fait, voilà, il va y avoir une relation qui va se développer entre ces deux personnes. Voilà, donc roman épistolaire. Roman épistolaire. Voilà, on nous dit plein d'humanité, d'humour. Bon, voilà, je vous ai mis ça parce que c'était un peu mimes pour Noël, parce qu'on rappelle que ça part d'une lettre écrite au Père Noël, ça a l'air très mimes. Donc voilà, on est bien dans l'ambiance de Noël, donc je vous l'ai mis. Ah, c'est québécois aussi. Ouais, putain, il y a trois éditions québécoises d'affilée, voilà. Et au moins vous sortez des livres en décembre, contrairement à nous. Ah, il y a vraiment un service du Père Noël. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon, je trouve. Franchement, rien que pour ça, ça donne envie de le lire en vrai. Ça a l'air trop mimes. Donc voilà. Bah écoutez, je l'ai mis si ça vous intéresse. Petit feel good finalement, hein, je pense. En Suisse aussi, d'accord, ok. Putain, nous on n'a pas ça, nous. Non, mais en France, de toute façon, on est que des rabat-joie.
personne croit au Père Noël en France, c'est bon. Allez, ensuite, on approche de la fin. Et donc, bah voilà la maison d'édition dont je voulais parler tout à l'heure, qui est en fait une maison d'édition à compte d'auteur, hein, donc c'est en fait de l'auto-édition. Donc le 20 décembre sortira Lasserre et Fils. Lasserre et Fils de Éric Charpentier. Donc voilà, oui, donc ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est qu'il y a des maisons d'édition qui ne sont pas des vraies maisons d'édition. Donc là, c'est clairement de l'auto-édité. Donc en fait, c'est juste des gens qui vont imprimer le livre. Et au final, voilà, l'auteur se débrouille pour tout. Donc là, c'est un peu ça, enfin c'est un peu beaucoup ça, c'est totalement ça. D'ailleurs, j'ai vu des gens se plaindre, hein. Donc je le mets parce que je les ai mis parce que bah pour faire de la pub aux auteurs, parce que bon voilà, ils ont le droit aussi d'avoir un peu de pub, et aussi parce que voilà, c'est des synopsis qui m'intéressaient. Mais clairement, je sais que j'ai vu pas mal de gens se plaindre de Hello Édition, hein. Voilà, donc je précise. Donc visiblement Librinova c'est pareil, mais j'ai pas vu des gens se plaindre de Librinova. Par contre, j'ai vu des gens se plaindre de Hello Édition, donc je préfère préciser. Je pense que c'est parce que Hello Édition sont peut-être pas très honnêtes sur le fait que ce soit du compte d'auteur, quoi. Je pense que c'est ça la problématique aussi. Qui se font passer pour une maison d'édition alors que c'est pas le cas et que du coup ça entube un petit peu les gens, hein, je pense, hein. Voilà. Donc faites attention si jamais vous écrivez des livres et que vous voulez les faire éditer par une maison d'édition. Attention, Hello Édition n'est pas une maison d'édition. Voilà, sachez-le. Donc là, dans cette histoire, on est dans un quartier chic d'un bled, je ne sais pas lequel, et on va suivre Ilan qui est un policier au placard. Qui en fait est un jour appelé à travailler sur une histoire assez macabre. Bah j'en sais pas beaucoup plus en fait, hein. Juste voilà, on nous dit que il risque de pas s'en sortir indemne parce que vraiment on est tombé sur un truc assez bresson, quoi. Et notamment ça concerne une maison. Voilà, et on lui dit entrer dans cette maison pourrait révéler la part sombre de l'humanité. Voilà. Donc j'en sais pas plus, mais voilà, je vous l'ai mis, c'est un petit thriller. Oh, j'aime bien parce qu'ils ont fait un synopsis plutôt simple, mais quand même qui est intriguant, parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe, hein. Vraiment. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et donc, un autre roman de chez Hello. Il s'agit de Proxyria de Christine Clavurier. C'est de l'ASF et c'est un tome 1. Je ne sais pas combien de tomes il va y avoir. Et donc là, on est en 2035. Où en fait est vantée une technologie avant-gardiste donc, qui s'appelle Proxyria. C'est un jeu vidéo immersif. Donc, décidément, hein, c'est le mois des jeux vidéo immersifs. Aux possibilités infinies. Donc grâce à Proxyria, chacun peut s'évader, incarner un avatar. C'est un peu Second Life, hein, mais bon. Parcourir des paysages étranges, combattre des créatures hostiles, dénicher de fabuleux trésors ou même trouver l'amour. Et donc on va suivre 7 personnes qui vont se lancer dans l'aventure. Et donc il va y avoir des alliances, des trahisons, etc. Mais sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, visiblement. Bon voilà. C'est un truc classique, hein, du métaverse, hein. Voilà, c'est clairement ça, hein. On est dans le métaverse et il va pas, voilà, ça va pas être si rose que ce qui est vanté. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. On passe au 22 décembre avec la sortie de Semantic Error, le tome 1 de Jay Souris. Qui est un manoir et qui est une romance MM aussi. Voilà, bah écoutez, hein, j'aime bien mettre des petites romances en période de Noël. Et puis j'aimais bien la couverture aussi.
Donc là, dans cette histoire, on va suivre Sangu, qui est un adepte des règles. Alors, pas les règles, les menstruations, hein. Les règles, quoi, à suivre. Et le truc, c'est qu'un jour, ses camarades de classe vont se lancer clandestinement dans un projet de groupe. Et lui, ça va pas lui plaire. Et le problème, c'est que ce projet de groupe va empêcher quelqu'un d'obtenir son diplôme. Il s'agit de Jae-young. Et le truc, c'est que, ben, il va... Je crois que Sang-woo va essayer de lui venir en aide. Je ne sais pas trop, en fait. J'ai un peu du mal à comprendre le synopsis aussi. Mais bon, voilà. Il va s'en suivre une romance. Tout ça, tout ça. Voilà. Oui, c'est clair, Natacha. J'avoue, ça sort en pleine vacances de Noël. Bon, après, hein, écoute, hein, c'est des choix qui sont faits. Disons qu'il y a toujours des gens qui vont acheter, qui vont vouloir acheter des nouveautés. Donc, bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. Et le dernier, Der des Der. C'est carrément le 27 décembre et c'est encore un Hello. Il s'agit de Le pire de ce que je suis de Juliette Gaudemer. Et c'est un tome 1 aussi, mais là on est dans un thriller. Et dans cette histoire, on va suivre Tsubaki. Bizarre, un nom japonais, mais pourquoi pas. Qui a tout ce dont une femme pourrait rêver. Elle a un penthouse, donc elle est à New York. Elle a un poste prestigieux et un fiancé aimant. Mais elle cache un mal-être qui ne cesse de dévorer sa vie. Et elle va faire... voilà, on ne sait pas ce que c'est. Et elle va faire la connaissance de James, qui est un écrivain britannique, qui est assez excentrique, mais qui, voilà, qui cache un peu un secret. Et un jour, le truc, c'est que Tsubaki va prendre l'avion et va se cracher. Oui, c'est un peu ça, on saute un peu du coq à l'âne, mais bon, c'est pas grave. L'avion va se cracher et Tsubaki va devoir survivre dans un hôtel mystérieux. On nous dit, ça part un peu dans tous les sens, hein. Et voilà, donc j'en sais pas plus. Mais voilà, bon, j'ai trouvé que le synopsis était original, même si ça part complètement dans tous les sens. Donc je vous l'ai mis. Côté, ça vous intéresse. Voilà, en tout cas, c'était histoire de rajouter un peu du thriller aussi. Ça manquait un peu de thriller. Et voilà, j'ai fini avec les sorties du mois de décembre, en espérant que ça vous aura intéressé. Bon, moi, je vous avoue que dans cette histoire, il n'y en a pas beaucoup que j'ai envie d'acheter, en vrai. Bah, disons qu'il y en a pas mal qui me tentent, mais de là à les acheter, bon, je pense que je demanderai à Librinova une pincée de courage. J'achèterai peut-être Nine Lives Man, parce que ça a l'air vachement bien et les dessins ont l'air classe. Après, le reste, bon, à voir, quoi. À voir, à voir. Voilà. En espérant que vous aurez quand même noté quelques titres, éventuellement, hein. À voir. J'espère que ça vous a plu. Du coup, on va dire au revoir à YouTube. On va se retrouver quand YouTube? On va se retrouver, je pense... Je suis en train de réfléchir là, mais en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, comme d'hab, hein. Ah purée, en plus j'ai un pansement sur... j'ai un pansement sur le doigt, ce qui fait que je peux pas utiliser la reconnaissance, enfin l'empreinte digitale. C'est très pratique, n'est-ce pas? Heureusement que j'en ai sur le pouce aussi. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau qui nous attend là? On est le combien? On est le 24. Fou, ah oui, on n'aura rien avant... Alors, dimanche prochain, on a dit quoi? Qu'on faisait une tier list. Bon, il n'y aura pas de vidéo avant un moment, hein, je suis désolée. Ah, super, Perséphone, bah tant mieux alors. Tant mieux, tant mieux. Ah, super, Steph aussi. Ouais, n'hésitez pas à me dire hein, ce qui vous tente. Ouais, à mon avis, on va pas se revoir avant le prochain bilan lecture. Je pense. Je pense qu'on va pas se voir avant le prochain bilan lecture sur YouTube. Hein. Désolée.
Désolé, pas de vidéo avant un petit moment. Sur ce, je dis au revoir à YouTube. Merci de m'avoir suivi et donc à la prochaine. Ciao.